Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Bonjour. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Dubois, explorateur et vidéaste. Il est membre de la Société des explorateurs, de la Société suisse des américanistes et de la Société de géographie de Genève. Ce passionné d'aventure et d'exploration, chevronné des régions difficiles d'accès, sillonne le monde à la recherche des beautés naturelles de notre terre et des peuples ayant une identité culturelle spécifique. Merci de me recevoir. Je m'appelle Pierre. Je suis effectivement un explorateur. Ça paraît bizarre, mais il en est ainsi depuis 55 ans. Je parcours le monde depuis autant d'années et je me suis spécialisé sur l'étude des peuples premiers. Je m'explique, les peuples premiers, c'est les peuples racines également à des gens. Pour mieux les situer, ils sont tout nus, voilà. On sait, il y en a encore, oui. Simplement, c'est un aspect de mon travail. J'essaie d'approcher ces peuples-là sur tous les continents et d'essayer d'immortaliser leur vie en tournant des images d'une façon relativement discrète et de façon à ce qu'on sache comment vivaient tous ces peuples-là d'avant l'arrivée, d'abord les missionnaires. Ils arrivent, je veux pas vous dire qu'ils cassent tout, mais c'est presque ça. Ensuite, il y a les autres, les musulmans qui arrivent, parce que beaucoup de ces peuples-là sont dans des territoires musulmans. Et puis ensuite, je me suis aussi spécialisé sur mon pays, la Suisse. J'ai eu l'occasion de tourner 2 films, des longs métrages toujours. Voilà, je peux vous raconter ça pendant plusieurs jours. D'où vient votre passion pour les voyages ? Très jeune, je me suis de toute façon dit que si je veux vivre d'aventure, il va falloir s'équiper en matériel, donc il faut de l'argent. Les expéditions coûtent horriblement cher. Si on veut s'entourer de guides, de gars qui puissent nous aider, qui parlent la langue de ces tribus dont je ne connais pas le dialecte, etc. Bien que quand je reste longtemps, à un moment donné, j'arrive à faire un dictionnaire sommaire sur la peuplade que j'ai devant moi. Donc j'ai fait un apprentissage d'abord. J'ai commencé comme dans la maison où j'habitais au rez-de-chaussée. Il y avait les Dubois, mon père, ma mère et ma sœur. Ensuite, il y avait ma tante qui était au premier étage. Et son mari était un Suisse-allemand qui avait un poste de directeur à l'UBS à l'époque. Et tout en haut, la grand-mère, qui surveillait les 2 étages pour savoir si tout se passait bien. Je voulais faire le métier de guide, je voulais faire le métier d'instructeur suisse de ski, mais c'est des disciplines difficiles, car j'étais un très grand amoureux de la montagne. Je passais souvent mes nuits au Salève, là, je rentrais le matin pour aller travailler. Alors j'ai fait donc un travail dans le commerce, j'étais dans une banque, puisque mon oncle était à l'étage supérieur directeur de la bourse. Je n'ai pas été à l'UBS, mais à la SBS, Société de Banque Suisse, pendant 4 ans. J'ai fait un apprentissage, et ensuite, pendant 1 année, j'ai quitté la SBS pour aller à la First National City Fund, une banque américaine, et là je gérais un fonds de placement. Chaque jour, je donnais un chiffre à ces millions que je plaçais pas, mais enfin de l'évolution du marché. J'ai gagné ma vie, honnêtement, et ensuite de ça, je préparais depuis fort longtemps un départ pour l'Afghanistan, et là je suis parti avec une amie, qui deviendra plus tard ma femme, et nous avons donc traîné notre 2 chevaux du côté de l'Afghanistan, Kaboul. Une histoire extraordinaire, car à l'époque, l'Afghanistan était un pays, raisonnable, pas de problème religieux, les femmes voilées, ça ne gênait pas, une liberté presque totale dans ce pays. Voilà, cela m'a marqué beaucoup. Et au retour, je commençais à me lancer dans la bataille de l'aventure. Je suis parti pendant 13 mois chez les Indiens d'Amazonie. Aujourd'hui, le mot indien est un mot qu'on ne peut plus laisser dans notre vocabulaire. Les autochtones, les peuples premiers, les peuples racines, etc. Pour la simple et bonne raison qu'en réalité, le mot indien est arrivé alors que Christophe Colomb, 1492 ou 4, a traversé donc l'Atlantique et il était sûr d'arriver. Il savait pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la mer, de l'océan, et il s'est imaginé arriver en Inde. Et jusqu'à sa mort, on l'a contredit, on le dit mais non. Il a tenu mordicus comme quoi il était effectivement du côté des Indes. Donc, les peuplades qu'il a rencontrés, il les a nommés des Indiens.
Et en réalité, derrière lui est arrivé un autre navigateur engagé par les Espagnols et aussi par les Portugais, des grands navigateurs de l'époque. C'était Amerigo Vespucci qui a suivi Christophe Colomb. Voilà. Mais lui avait une technique un peu différente, à savoir qu'il était prudent. Il savait qu'il était sur les traces de ce fameux navigateur qui avait donné le nom à la terre qu'il avait vue de l'autre côté, le nom d'Indien, suite à ses peuplades. Voilà. Ce Amerigo Vespucci a été modeste. Il n'a pas donné de nom. On parlait de Nouveau Monde. Et figurez-vous, c'est que dans les Vosges, au nord de la France, il y avait une collégiale, un religieux, un pasteur, un savant de l'époque, 1300 et quelques. Et ces gars, ont eu la chance d'obtenir le manuscrit du navigateur Amerigo Vespucci qui a écrit son périple, car il est rentré de ce voyage et il a dit, il y a des terres. Il a donc prononcé vraiment que c'était pas les Indiens comme on le croyait, les Indes. Et figurez-vous qu'en lisant le manuscrit de ce Amerigo Vespucci, la collégiale de Saint-Dié, dans les Vosges, c'est eux qui ont fait les premières cartes au même titre que les Portugais, cartes de navigation. Les premières cartes, la collégiale s'est dit, écoutez, actuellement on peut pas laisser le nom de Nouveau Monde, il faut donner un nom. Alors ils se sont dit, suite à la lecture du manuscrit, que Amerigo Vespucci méritait à ce qu'il puisse avoir son nom sur cette partie du monde. Donc ils se sont inspirés de son nom de famille, Amerigo, mais on met pas un nom féminin dans des noms de pays. Et par la suite, d'Amerigo, on en est arrivé à America. Et d'America, d'Amérique. Voilà un petit peu l'histoire étonnante que cette collégiale a un jour décrété. Puis sur les premières cartes, on a vu apparaître le mot America, Amérique. Voilà. Et l'histoire, elle est ainsi faite. Quel objet indispensable vous emportez toujours avec vous lors de vos voyages? Écoutez, c'est pas indispensable, mais c'est nécessaire. Un fusil, ça c'est clair, suivant ce que je fais. Purement et simplement, faut chasser. Ensuite, il y a plusieurs choses dont il faut avoir avec soi, c'est clair. D'abord, 10 ou 100 briquets, puis à un moment donné, il y a plus de gaz. Donc, il faut quand même avoir l'astuce, un peu comme les silex, faire des étincelles avec un genre d'étoupe qui devient rouge, et puis en soufflant dessus, les flammes jaillissent. Alors, donc ça c'est aussi des préoccupations. Et j'ai toujours un couteau avec moi, que j'ai même du reste ici, là. Et puis, si je veux vivre de ça, il faut que j'ai du matériel, c'est-à-dire la caméra. Et à l'époque, le numérique n'existait pas. Le numérique que vous utilisez, que nous utilisons, c'est vieux de 16-17 ans. Et avant, il y avait un autre système. Il y avait donc de la pellicule. On faisait des photos, donc des diapositives, c'est encore mieux. Et les films, sont sortis les Super 8, que vous avez sûrement dû entendre. Quant à moi, j'étais avec du 16 mm, plus grand que le Super 8. Et les cinémas avaient du 35 mm pour les grandes salles de cinéma. Donc je vous disais qu'il fallait une caméra, un appareil de photo et un enregistreur. 3 choses, car la caméra que j'avais, c'était une caméra suisse Bolex qui était mécanique, à savoir pas de batterie. Donc avec une caméra de ce type-là, je peux rester 10 ans en Amazonie et je n'ai pas besoin de batterie parce que je remonte le système et lorsque je le remonte avec une manivelle, j'ai une autonomie de 20-25 secondes. C'est déjà assez long parce que quand on tourne des images, à moins qu'il y ait un cobra ou un serpent qui mange un crocodile ou l'inverse, évidemment qu'on s'arrête pas de filmer. Mais une séquence, faut qu'elle dure peut-être 6, 7, 8, 9, 10 secondes, ça dépend de l'intérêt. Le problème de l'époque, c'est une boîte, on ouvre le côté, le couvercle, et quand on ouvre le couvercle, il y a la lumière qui rentre. Il faut surtout pas que la pellicule soit voilée par soit le soleil ou le jour, hein. Alors, les 3 premiers mètres sur des bobines de 30 mètres, les 3 premiers mètres, c'est tout blanc. Et les 3 derniers aussi, donc il reste peu. Alors voilà, quand le numérique est arrivé, c'était presque une sorte de délivrance. Mais j'ai quand même eu l'occasion, avec le 16 mm, de tourner une quinzaine de films. Donc 3 choses capitales pour tourner des images. Et au retour, je faisais développer mes films. À Beausite, c'était un laboratoire qui développait le film, hein. Et ensuite, j'allais les chercher dans le courant de la semaine. Je les regardais sur une table qu'on appelle aujourd'hui, c'est une table allemande, Steinbeck, c'est-à-dire que les bobines étaient posées à plat. Et puis, il y a eu un écran. Et voilà, je vois mes films pour la première fois, car en expédition, je ne voyais aucune de mes images. Donc, j'avais quand même
très peur, hein. Et ensuite, il faut monter ses films. Il y a plusieurs manières. Moi, je suis un homme de terrain, à savoir que vous me laissez du matériel, vous me passez des sous, et 2, 3, 4 ans plus tard, je reviens avec un film que j'ai tourné. Ça, c'est ma force. Et derrière, il faut faire le montage. Et il faut du talent de réalisateur, savoir comment on va monter ce film. J'ai une épouse formidable que je rends hommage ici, Eliane. Donc, une fois qu'elle voyait les images, elle savait presque comment il fallait monter le film pour qu'il soit intéressant, passionnant et que je puisse vivre de ça. Alors, pour vivre d'expédition, une fois que vous avez un film qui tient la route, qui est pas mauvais, eh bien, il y a un organisme extraordinaire qui s'appelait Connaissance du Monde. C'était mis sur pied juste après la guerre, à Paris. D'illustres personnages comme Cousteau, Bombard, Haroun Taziev, Samivel et une flopée d'autres gars connus. Curieusement, juste après la guerre, qui avait ébranlé la France, eh bien, des gars sont partis à travers le monde et ont fait des films remarquables. Et ils les présentaient sur scène. Et j'étais le seul Suisse à pouvoir rentrer dans cet organisme de légende. J'ai gagné toute ma vie. Je la gagne comme ça encore aujourd'hui. Et puis, ensuite, j'ai écrit des livres, des récits d'aventure. Après, il faut de la chance. Et puis, comme il y avait la télévision, bien sûr, mais les gens se déplaçaient à cette époque dans les salles étaient chargées, bondées. Donc, la présentation de Connaissance du Monde, c'est présenter et commenter son film en direct sur la scène. À côté de l'écran, vous avez une table. Et là, j'ai mon matériel. Le film, il est projeté par un projecteur, 16 mm. Ensuite, sur la scène, je règle le son. J'ai la bande son qui est pas sur le film, mais à côté. Et ensuite, le micro pour commenter mon film en direct. Les entretiens de Synergie Mag. Pourquoi vous avez choisi la Tanzanie parmi d'autres pays en Afrique? Pourquoi l'histoire de la Tanzanie? Je suis allé assez vite là-bas parce que je tournais un film sur les volcans du monde. Et j'en ai escaladé, survolé et observé 26. Et en Tanzanie, à côté donc du Kenya, il y a le peuple Maasai, au même titre que sur le Kenya. Donc les Maasai sont sur ces deux pays. On les a chassés dans ces deux pays. Les colonisateurs étaient terribles parce que toutes les peuplades entières Maasai habitaient près du Soudan là-haut. Mais au Soudan, ce sont des déserts, du sable. Et les Maasai sont les éleveurs. Donc il faut, indépendamment du bétail, mais il faut de l'herbe et de l'eau. Il y a de ça peut-être 2 siècles, ils ont commencé à quitter ces lieux trop chauds et à descendre le long de l'Afrique. Et toutes les peuplades qui ne se soumettaient pas aux Maasai, eh bien, étaient éliminées. Et ils sont arrivés du côté de l'Afrique, Kenya, Tanzanie. Ils pensaient aller plus au sud, mais Kenya, Tanzanie, au nord et au sud de ces deux pays, il y a des glaciers, il y a le Kilimandjaro, il y a le mont Kenya, et la 3e région de glaciers, c'est le Ruwenzori, les montagnes de la Lune, un nom très beau, qui est situé entre l'Ouganda et le Zaïre. Voilà, 3 régions qui ont donc des volcans, mais aussi donc des glaciers. Je suis allé sur le territoire Maasai. Pourquoi? Car le volcan que je vais citer, il s'agit du Langai. Sur les 15 000 volcans qu'il y a sur la Terre et sous la mer, un seul des 15 000 se différencie des autres, est unique. Et il se situe sur le territoire des Maasai, de Tanzanie. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que si cette montagne est unique, eh bien le dieu des Maasai qui est Engai. Le Langai, c'est la montagne. Engai, le dieu Maasai. Et le dieu Maasai habite sur ce volcan. Il domine le monde Maasai. C'est assez incroyable. Donc, je suis allé pour aller filmer ce volcan unique, le Langai. Pourquoi? Car lors 3000 mètres d'eau, magnifique cône. Ensuite, au sommet, il y a des explosions de lave noire. Pas des très grandes explosions, mais des explosions. Et lorsque la lave noire est éjectée du puits d'éjection, eh bien, au contact de l'air, la lave noire devient blanche. Incroyable. On appelle ça de la carbonatite. Et le dessus de ce volcan, on se croit sur un glacier, c'est tout blanc. De la lave blanche. Ah ouais, c'est incroyable. Alors donc j'y suis allé plusieurs fois. J'y suis allé très vite là-bas. Et un jour, en redescendant de ce volcan, au pied, un Maasai. Dans une famille Maasai, généralement un individu, on le fait aller à l'école. On a besoin des filles et des garçons dans une famille Maasai. Ils n'ont pas beaucoup d'enfants. Ils ont su régler tout ça, réguler, j'allais dire. Mais il y a à faire. Il faut s'occuper du bétail. Les filles vont chercher de l'eau. Des besognes dures, mais c'est la vie de ces peuplades extraordinaires. Donc, en descendant du volcan, le Maasai est là, et il avait eu la chance d'aller à l'école, et puis il avait appris l'anglais. Parce qu'on parle l'anglais et le swahili en Tanzanie comme au Kenya, bien entendu.
J'ai pas attendu pour lui dire que j'étais heureux de voir cet homme, j'en avais vu quelques-uns, mais qu'il s'attache à nous, qu'il vienne vers nous, Eliane et moi. Eh bien, j'ai presque eu larme à l'œil quand il m'a dit « Mais venez chez moi, je vous invite, venez ». Donc, on l'a mis on était avec notre Land Rover, et on l'a suivi. Et c'était le début de cette histoire incroyable de la Tanzanie. Cet homme nous a ouvert la vie de son peuple. C'était que les débuts. La question que je lui ai tout de suite posée, est-ce que vous croyez que je peux venir passer quelque temps chez vous? Mais c'était trop. Il était tellement chanté que je morde un peu à son hameçon, et bien sûr. Alors, il ne fallait pas me le dire, car j'ai passé plus de 20 ans à aller là-bas, dont 4 ans en rentrant 2 fois, car j'étais trop bien, et c'est une vie dure, la vie de Maasai, n'est-ce pas? J'avais cette chance qu'en lui offrant du bétail, il me permettait de tourner des images. Car vous faites une photo de Maasai, alors là, ça se passe mal. Il va pas vous tuer, mais ça y ressemble. Et quand vous êtes les touristes, quand ils voient un Maasai avec son troupeau, c'est fou. Et le Maasai annonce la couleur, il a sa lance. Ne vous amusez pas de prendre des photos à son insu, parce qu'il risque de vous rattraper et puis de vous faire la peau. Donc j'avais ce contrat verbal avec le chef, c'est donc ce Maasai qui s'appelait Olepelo, qui est en train de mourir du reste. On vit très peu de temps dans le territoire Maasai, comme dans d'autres régions du monde. 40, 42 ans, 43 ans. Et lorsque chaque fois quand j'allais, je revenais, je trouvais que les gens vieillissaient. Comme moi, mais chez nous, on vieillit en 70, 80, 90, on est encore debout, hein. Là-bas, beaucoup de monde manquait quand j'arrivais. Des jeunes, des belles femmes et tout, elles étaient plus là. Elles étaient décédées. Alors voilà pourquoi la Tanzanie, au début, ensuite pouvant vivre en tant que Maasai blanc, alors c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait plusieurs films, et là, j'ai assisté à toutes les grosses cérémonies Maasai. Et oui, c'est un bonheur. Et la dernière en date, ça s'est passé juste avant le coronavirus de 2019-2020, eh bien, c'est le Noto. C'est une cérémonie qui réunit 10 000 guerriers, les Moranes, protecteurs du clan familial. Et ces Moranes vont cesser d'être Moranes, ils vont devenir aînés, hommes. Alors de cette vie incroyable, belle qu'ils avaient, elle va changer. Ils vont pouvoir se marier et cette cérémonie célèbre ça. Mais alors, sur 10 000 guerriers, il y a la moitié, ce sont les mamans de ces guerriers. Pourquoi? Car les mamans portent sous leurs bras, lors de cette cérémonie qui dure des mois, une peau de vache. Et lorsque les Maasai connaissent la circoncision, ils sont couchés sur cette peau de vache, et là, on s'occupe de circoncire le Maasai. Voilà. 15 ans plus tard, eh bien, cette peau est toujours portée par ces mêmes femmes pour mettre lors de l'Eunoto, le guerrier, qui est beaucoup plus grand, pour qu'on lui coupe les cheveux. Les Maasai ont une bonne tignasse, et s'ils n'en ont pas, ils en mettent des tresses. Et à un moment donné, tout est rasé, et le Maasai, le jeune, ne supporte pas ça. Donc il part en transe. Le gars déconnecte, et là, c'est une barre de fer, il hurle comme une bête sauvage, et puis tout le monde le tient parce qu'il bouge, mais c'est du béton, des barres de fer. Et ensuite, on le dégage du territoire pour le mettre plus loin, pour qu'il se remette. Au début de cette cérémonie, ça commence quand ils sont rassemblés dans une immense arène que je survolais avec mon drone, une arène naturelle, les hommes forment un gros rond, ils sont là. Et puis, quand il y a le travail de la coupe des cheveux, là encore, ils partent en transe. Et ils sont 10 000 qui sont tous là, vous vous rendez compte, le monde, tout ça est organisé, car si on les fait rentrer les 10 000 à un endroit, ça va pas. Par groupe de 100, les mamans qui cherchent leur fils, le fils vient sur la peau et on commence à lui raser la tête, on lui met du lait, c'est précieux le lait, et pourtant une vache là-bas ne donne que, allez, 1,5 litre. Et quand il y a plus d'eau, il y a plus rien, plus d'herbe, 5 décis. Chez nous, c'est 40 litres de lait, j'ose pas dire, ça me fait mal. Et il en est ainsi. Et quand je vous parle qu'il y a 1,5 litre de lait, il y a le veau qui en veut. Allez, sur le pis, c'est la bataille entre la maman qui tire le lait et le veau. C'est terrible tout ce que je vous dis, mais c'est depuis toujours comme ça. Et ça se passe très bien, sauf que le réchauffement climatique perturbe aussi cette région-là. Les entretiens de Synergie Mag. Les animaux les plus dangereux que vous avez rencontrés en Tanzanie? Ils sont quand même nombreux, parce que tant mieux.
Simplement, c'est comme le gars qui est herpétologue et qui veut prendre un serpent, alors il va arriver à le capturer, puis généralement, il y a plusieurs serpents dans son sac et le soir, ils font des tris, ils choisissent et puis il met sa main, c'est là où il se fait piquer. Alors normalement, il faut pas toucher parce qu'il y a un risque. Alors, les animaux, faut les voir de loin. Ça ne rigole pas. Alors, on va pas reprocher à un lion de vous sauter sur le capot de la bagnole. Et aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a des jeeps sans capot, sans toit, sans rien. Je veux bien, mais c'est peut-être en Namibie que cela se passe. Là-bas, ils sont quand même, c'est délicat quand même, hein. Mais si vous voulez, il ne m'est rien arrivé parce que, je sais pas à vous raconter, il n'y a pas besoin qu'il arrive des naufrages, qu'il arrive à se faire manger. Mais il n'en reste pas moins que c'est assez exceptionnel d'observer la faune comme la flore. Ce sont des régions, préservez-moi tout ça, hein, j'allais dire, hein. Quelle rencontre humaine vous a le plus transformé dans votre manière de voir le monde? Voir le monde, je suis un petit peu déçu du monde, parce que c'est pas tout rose, c'est difficile, c'est pas partout la Suisse, parce que faut reconnaître que ça tourne rond, et puis on a cette chance-là, c'est qu'on n'a rien colonisé. C'est une parenthèse que je fais là, ça on le sait pas, on n'est jamais sorti du pays pour aller prendre des terres. À l'époque, on n'a aucun débouché sur la mer, la Suisse, on est coincé dans nos montagnes, petit pays, 42 000 km². Je vous fais une petite leçon d'histoire, ça fait rien. Mais ce que je voulais vous dire, tous les autres pays qui ont des mers, des océans, en 1400, 1500, 1600, 1700, ils partaient ailleurs, chercher des terres. C'est comme ça que la France est allée en Algérie, elle est allée au Maroc. Maintenant, les Algériens demandent à la France de s'excuser d'avoir été en Algérie. Si c'est pas la France, ça aurait été un autre pays. Et puis, donc la colonisation. Nous, on a développé un tas de cailloux depuis 8 siècles. Mais avant, ce tas de cailloux, c'était des glaciers, c'était des forêts, de l'herbe. Il suffisait d'y arriver avec du bétail pour pouvoir engraisser le bétail, faire des fromages. Enfin voilà. Les entretiens de Synergie Mag. Dans votre manière de voir le monde, qu'est-ce que ça a changé? Tout a changé. Je ne peux pas, pour aller aussi longtemps partout. Tout est tellement extraordinaire parce que je fais abstraction de beaucoup de difficultés avec quelquefois les autorités. D'abord, on m'interdit d'y aller. Quand j'étais au Sud-Soudan, je devais passer par Khartoum. Et puis là, mon ami, si tu montrais pas patte blanche, pourquoi vous allez là-bas? Il disait, mais il y a plus personne. Ils sont plus là, les Noubas. Je savais qu'ils étaient là, tu vois. Je voulais pas froisser le gouvernement parce qu'ils me laissaient pas partir là-bas en bas, dans le Sud-Soudan. J'ai de la peine à te donner un mot qui qualifie ce tel enchantement d'être avec ces peuples-là. Il y a pas longtemps, j'étais au nord-ouest de l'Inde. On appelle cette région le Zanskar. Et ce Zanskar, on appelle le Petit Tibet. Vous me voyez arriver, je pense. C'est-à-dire que le Grand Tibet, la Chine l'a envahi. Et tous les Tibétains, s'ils ne se pliaient pas au mode de vie chinois, on les voyait plus non plus. Alors, beaucoup ont quitté leur territoire premier pour arriver sur l'Inde, qui jusqu'à preuve du contraire, reçoit ces minorités. Alors j'étais dans cette région-là, je n'ai fait que de pleurer, pas de peur, mais ébloui par les gens qui s'occupaient de moi. En plein hiver, moins 40, moins 45, voire davantage, peut-être moins 30 maintenant, j'avais 6 Sherpas, 6 porteurs, chacun avec 70 kilos sur le dos, et on remonte une rivière gelée. Il y a intérêt qu'elle soit gelée, autrement on peut pas remonter. C'est le seul moyen, par le côté où encore la glace n'est pas cassée, pour aller rejoindre des monastères et des villages. Et je voyais mes 6 Sherpas articuler, des jeunes comme des un peu plus vieux. Et ils avaient des luges, des petites luges en bois qu'ils avaient montées avec le bois qui devait d'arriver de je ne sais où. Puis ils ont fait des petites luges, puis ils posaient les 70 kilos dessus, et c'était plus simple de tirer la luge sur la neige ou la glace. Mais il y avait ça de neige. Ça allait pas de mettre la luge. Donc ils mettaient la luge sur les 70 kilos et les 70 kilos plus la luge de 10-15 kilos sur le dos. C'était pour que je puisse vivre 2 mois avec eux. La nourriture, tout. Et puis on dort à côté de la rivière, des fois dans la grotte d'à côté. Alors les gars, ils articulaient tout le temps une phrase qu'ils prononcent tout le peuple. Omane Padmeum. Et au début, je savais pas ce que cela voulait dire. C'est un mot du Bouddha qui dit que l'on vous protège. Mais il prononce ça pour qu'il ne m'arrive rien. Parce que j'aurais pu tomber dans l'eau. Alors j'étais tellement touché émotionnellement par ces gens, ces 6 porteurs, que je pleurais. C'est incroyable. Et puis c'était une succession d'émerveillements. Et on s'occupait bien de moi. Tu me demandais si je ressors différent de tout ce que je vis. Oui. Les entretiens de Synergie Mag.
J'ai une histoire très belle à vous raconter. Quand on descendait chez Sénouba, on traverse le désert de Nubie et d'autres déserts encore. En saison sèche, les rivières n'existent plus. On appelle ça des oueds, donc c'est une rivière asséchée. Alors on doit les franchir. On descend la berge, 3 mètres. On taille avec une pioche, on la taille un peu. Puis après, hop, on est dedans. Puis je traverse, disons 50 mètres. Entre-temps, j'étais avec ma pioche démontée un peu pour que ma Land Rover puisse monter. Et voilà, Tipa, que je sens que le sol se dérobe. Donc, commence à s'enfoncer la voiture avec. Alors, la voiture tourne toujours, et là, je mets mon gage dans la montée, et je mets au dernier moment la vitesse qui est de tous les terrains, très fort, pling, et je casse l'arbre de roue arrière. C'est une pièce métallique qui fait tourner une roue d'un côté arrière. Il y en a 2, une de chaque côté. La voiture recule, se plante. J'ai une pièce de rechange. Mais d'abord, je ne sais pas si éventuellement des pluies très hautes se mettaient à tomber, un jour après, l'eau peut arriver là, puis c'en est fini de ma voiture et de nous. Alors, je voulais essayer d'aller sur la terre ferme, là, en dessus de la berge, hein. Mais j'y arrivais pas. Eliane m'encourageait, me donnait à boire et tout. La nuit est arrivée, bien entendu. Et au cœur de la nuit, j'entends des bruits. Et ces bruits, c'était le mouvement d'une caravane de chameaux. J'ai pas pu les compter, ils étaient nombreux. Des gens du désert. Ils ont compris que j'étais foutu, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont mis une partie du troupeau à côté et ils ont mis 150 chameaux, l'un derrière l'autre, sur la berge. Sur les côtés des bosses de ces chameaux, il y avait des cordes de chanvre, hein, et ils ont attelé ces 150 bêtes à mon véhicule. Ils ont encore abaissé un peu la berge pour que ça s'arrête comme ça. C'était une inclinaison, j'allais dire normale, et ils m'ont sorti la lande. Alors là, j'ai aussi pleuré. Alors je remerciais leur Dieu, et puis ils n'ont rien voulu que je leur donne. Rien. Et j'étais une telle fatigue, j'avais pas encore réparé, hein, mais la voiture, elle pouvait être réparée puisqu'elle était sur la terre ferme. Et là, ils avaient mis sur le sol la direction avec des cailloux blancs. C'est là-bas que le bled pouvait me recevoir pour ravitailler en eau, peut-être en morceaux de pain ou de la nourriture, voilà. Donc ils avaient, avec des cailloux, avec de la chaux, fait une sorte de virage et une flèche. Alors ça, c'était un moment exceptionnel, ce que je te raconte là. Les entretiens de Synergie Mag. Et pour le futur, il y a d'autres idées? Oui, je dis que j'ai des comptes à régler avec la planète. Maintenant, j'essaie de rattraper le temps perdu, à savoir, j'ai 400 téras. C'est toute ma vie, parce que tous les films 16 mm, je les numérise, car j'ai toujours tourné des images. Maintenant, j'essaye, comme je viens de le dire, de rattraper le temps perdu. Avant, quand un film était accepté, j'avais 5 ans de tournée. À raison de 6 mois par an, je tournais en conférence, donc j'étais pas souvent à la maison. J'habite Mérin, mais pourtant j'ai 2 filles, hein, Fanny et Carole, et Eliane, ma femme. Je dois tout à mes 3 femmes, car elles ont eu l'habitude que le papa s'en aille souvent. Ce qui me fait mal au cœur dans tout ça, je veux pas blesser, mais je voulais pas freiner mon ardeur d'explorateur. C'est pas toujours compatible avec une famille, hein. Maintenant, j'essaye d'écrire, je suis sur 10 manuscrits, des livres, des récits d'aventure. J'en ai publié 15, mais c'est des bouquins d'images et tout. J'ai fait, je sais pas, peut-être 25 ou 26 films, des longs métrages, que je n'ai pas tous montés. J'en ai encore énormément à monter, mais ça coûte très cher de monter un film parce que mon épouse est une réalisatrice, elle voit la pellicule, le film, ou mettons la vidéo, puis elle sait presque comment il faut monter ce film. J'ai des installations monstrueuses à la maison pour monter les films. Dans un local, j'ai encore les tables de 16 mm parce que maintenant j'ai des images qui n'ont pas encore été numérisées. Les entretiens de Synergie Mag. Avez-vous une perspective sur l'avenir des peuples autochtones? Non, c'est extrêmement négatif. L'avenir de ces gens, c'est foutu, c'est perdu. Alors on me dit, ouais, toi tu vas chez eux, tu les déranges et tu les filmes. Oui, je les filme. Parce que je leur offre du bétail pour les Maasai. Je leur donne du matos pour les autres. J'essaye d'avoir une collaboration intelligente. Et puis souvent, je leur passe mon film après. Mais je sais que ça perturbe, hein, une image. On ne peut pas filmer comme ça. C'est compliqué. Je vous cache pas, hein, c'est compliqué de ne pas blesser les gens. Mais je crois que je les blesse pas simplement car j'y reste longtemps. Il y a cet échange qui me permet peut-être de tourner tout ce que je fais là. Parce que sans ça, je me déplacerais pas là-bas si je ne pouvais pas faire ces images. Les entretiens de Synergie Mag.
quelle relation vous avez avec la Fondation Foyer Handicap. Mais c'est extraordinaire, cette fondation. Vous avez de la chance. Quand je vais dans des pays, je vois des gens qui ont quelques problèmes, mais il n'y a pas d'autorité qui prenne ces gens, les aider moralement pour les considérer. Donc, c'est extraordinaire ce qui se fait, je crois, en Suisse et ici en particulier, puisqu'on est ici à une sorte de quartier général avec le bâtiment, avec vous et tous les jeunes qui sont formés. Voilà, on a besoin de vous. Moi, j'ai besoin de vous. Donc, c'est comme ça que je suis là. Et puis que je fais tourner un peu le petit commerce à ma hauteur de l'établissement. Pourquoi venir numériser vos films à Foyer Handicap? Le travail plus qu'excellent. Et puis, le coût de l'opération, c'est aussi intéressant pour une personne comme moi. Et ça laisse de beaux souvenirs. Oui! Les entretiens de Synergie Mag. Les entretiens de Synergie Mag. Merci d'avoir suivi cet entretien. À bientôt pour un nouvel épisode.